Bonjour, bienvenue à Canal Presse avec quelques heures de retard. On s'excuse, Canal Presse a connu quelques petits bouleversements du fait du Ngondo qui se célèbre du côté de la région du littoral. Eh bien, vous n'avez rien perdu, installez-vous confortablement. Tout de suite maintenant, voici le sommaire de Canal Presse. Entre l'Afrique et l'Europe, la peur a peut-être changé de camp. Elle serait du côté de Macron et Merkel. Double crainte du fait de la Chine et du fait de l'immigration. En tenant compte de ce que l'immigration, quand elle est sauvage, questionne la responsabilité du vieux continent. Et moi, je comprends bien les inquiétudes de nos amis d'Occident. Face donc à la montée en puissance des nouvelles alliances chinoises, aidées en cela par de nouvelles émancipations des peuples africains, il fallait faire quelque chose comme ce 5e sommet Union africaine, Union européenne, tenu en terre ivoirienne. Petit cas de figure, l'Afrique irait basculer vers l'empire chinois pour garantir la soutenabilité de sa monnaie. Et ça fait mal aux gens là, à la seule idée que les enjeux économiques et financiers leur échapperaient. Ça ferait très mal, y compris au plan de la conduite des intérêts culturels, très costauds et ceux qui tiennent toujours à véhiculer les vertus de leurs justes et coutumes via leurs médias. Vraiment, chers amis, le sommet d'Abidjan n'a pas été un folklore, soit, mais une occasion de rassurer les dirigeants africains que c'est pas le moment pour le peuple d'ici de s'émanciper davantage. Surtout qu'ils savent que c'est difficile d'être sapeur-pompier et pyromane. Le cas de la Libye, où les gens ont gâté les choses, mais dont l'arrangement leur échappe est bel et bien un exemple. Mais l'Afrique a aussi grandi, du moins au niveau de son opinion publique. Dans la crise anglophone, rien ne sera plus comme avant. Ce n'est pas moi qui décide, mais Paul Biya, qui nous confie qu'on a affaire aux terroristes sans aucune autre forme de procès. Dans ce cas, attendons-nous à au moins 3 choses. La restauration de l'autorité de l'État, un éventuel état d'urgence et une désormais probable situation d'état d'exception. Le discours, l'État camerounais l'a construit pour justifier une future et certaine action qui sera une réaction militaire. On le voit, l'État a fini par dire que les attaques sont le fait des terroristes au plan exogène et endogène. Ce qui signifie rejet d'un problème anglophone qu'on croyait intimement lié à la gouvernance publique. Paul Biya a tranché. Vous avez voulu du feu, chers bandits, vous aurez du feu. Un point, c'est tout. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal 2, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Sacré Ghislain Pierre et Sono pour ce sommaire. On accueille à présent nos différents panélistes. On commence par notre ami Simon Meyanga. Simon, bienvenue à Canal Presse. Merci Boubangomna, je salue tous les téléspectateurs de Canal 2 et particulièrement ceux de Canal Presse, que je retrouve avec plaisir. Voilà, le plaisir est partagé. On vous accueille avec cette information. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Yan Philomon, bousculé, hué à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous avez accueilli cette information? Disons qu'avec beaucoup d'étonnement de voir des responsables politiques de ce niveau en arriver à ce niveau-là, si vous permettez l'expression, de bestialité politique. On me dira c'est la démocratie, d'accord. Il y a même eu des bagarres dans des parlements, d'accord. Mais venant d'un SIF qui visiblement a choisi de faire dans le populisme et qui est, en perte de vitesse et en mode survie, on comprend mal qu'on ait franchi un Rubicon. Le SIF nous avait habitués jusque-là à des boycotts de sessions. Voilà donc des parlementaires qui viennent en commission, qui examinent des lois en commission, et lorsqu'on arrive à l'hémicycle, qui font le cinéma, parce qu'il s'agit d'un cinéma, d'une théâtralisation de la scène politique. Et je pense que la politique est quelque chose de plus sérieux pour mériter ça. Le SDF est en perte de vitesse, en quête de survie, en fait, veut envoyer un message à sa base électorale pour dire qu'on a essayé, même s'ils savent que à l'Assemblée nationale c'est un débat. Il s'agissait donc pour le Premier ministre de présenter le programme économique, social et culturel du gouvernement.
un programme économique qui doit être assis sur la loi des finances qui finance ce programme. Des députés du SDF, je dois le dire, n'ont jamais voté la loi des finances au Cameroun, n'ont jamais voté le budget de l'État, et pourtant ils sont les premiers à en bénéficier des effets, notamment en termes de missions, en termes d'indemnités, en termes même de marchés publics. Ils sont nombreux qui font dans les marchés publics, et lesquels marchés publics sont financés par le budget et la loi des finances que le Premier ministre est venu présenter à l'Assemblée nationale. C'est malheureux, c'est regrettable. Il ne faut pas que l'opinion s'émeuve de cette manipulation, de cette imposture politique, parce qu'en réalité, il ne s'agit que de ça. Parce que quand on est député, on n'a pas besoin de ça. La tribune de l'Assemblée nationale est jusque-là ouverte, la tribune du Sénat est ouverte à tout parlementaire qui voudrait prendre la parole pour parler de quelque question que ce soit. Et puis, il faut éviter de laisser croire que le SDF est seul à s'émouvoir ou alors à réfléchir sur la question de la situation aujourd'hui des problèmes anglophones, des régions du nord, du sud. C'est une question nationale qui concerne et le SDF et les autres partis politiques et tous les Camerounais, en tout cas le RDPC qui a la majorité des députés également dans le nord-ouest et le sud-ouest, si on fait sur le plan du ratio. Alors, donc c'est une question nationale dont le SDF ne peut pas s'arroger à lui tout seul au point de faire donc cette théâtralisation de la scène politique. Alors Simon Mayanga, je vous relance sur cette question, c'est quand même un peu suspect, voire bizarre. On peut se poser la question de savoir où étaient passés les députés RDPC au moment où ceux du SDF faisaient du gravuge. Oui. Bien pire encore, où étaient passés les membres du gouvernement quand leur patron était hué. Non, le rôle du gouvernement n'est pas de prendre la parole ou de faire des actions au niveau de l'Assemblée nationale. On se serait attendu que les députés du RDPC réagissent au point d'en aller à la confrontation. Peut-être que c'est ce que souhaitaient les minuscules députés. Ils sont combien? Ils sont combien sur le plan du nombre? Mais je pense que la posture des députés du RDPC était celle édictée par le comité central. Ne pas céder à la provocation, les laisser faire, prendre de la hauteur. Ça n'a pas été un signe de faiblesse, loin s'en faut. Toujours est-il que le Premier ministre, après le cinéma des députés du SDF, a continué à présenter le programme. Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça aussi comme une complicité? Ce n'est pas une complicité, ce n'est même pas un aveu de faiblesse, c'était une posture voulue, un choix politique, une orientation, et ça ne devrait pas durer. C'est-à-dire que si le SDF continue, on pourrait changer de posture. Mais le RDPC a donné des consignes à ses députés de ne pas céder à la provocation, de laisser faire, parce que les Camerounais ne sont pas dupes, et Dieu merci, le Premier ministre du gouvernement a continué à présenter le programme économique du Cameroun. Merci pour votre première intervention. Maître Emmanuel Sim est avec nous sur ce plateau également. Maître Emmanuel Sim, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Bouba, bonjour à ceux qui nous regardent ce dimanche. Je dis bonjour spécialement à tous mes frères de Douala qui ont la fête du Ngondo. C'est très bien qu'on restaure nos coutumes. Je leur dis bonne fête à Douala. Avocat au barreau du Cameroun de lundi à vendredi, probablement de lundi à dimanche, vice-président du MRC. 24 sur 24, oui. Voilà, 24 heures sur 24. On reste toujours à l'Assemblée avec la question du budget. Quel impact peut avoir le budget 2018 sur la vie des Camerounais selon vous? Eh bien, écoutez, je veux déjà dire que je ne réponds pas à M. Mayanga parce que ça me gêne toujours quand il est sur un parti politique qui n'est pas présent. Je veux dire, le SDF n'est pas là pour se défendre. Et donc, du coup, je voudrais dire que le budget, un parti n'est pas contraint de le voter. En général, lorsque moi j'étais au conseil municipal à l'époque à Dizangué, il y a une vingtaine d'années, nous ne votions pas le budget parce qu'on n'est pas d'accord sur le budget. Et donc, c'est un choix. Ce n'est pas un acte antipatriotique de ne pas voter un budget ou une loi. C'est une loi. Donc, il faut pas qu'on pense que ne pas voter le budget, c'est une faute politique ou bien c'est un crime. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Maintenant, l'impact du budget, c'est quoi en fait? Le budget, c'est une prévision qui est faite au niveau d'une assemblée, soit nationale, soit locale, pour dire, nous pensons que l'année prochaine, nous devons réunir tel moyen pour réaliser tel objectif. Donc, ce n'est qu'une prévision, le budget. Et quel impact cela peut avoir sur la société? Ça dépend de ce que le gouvernement, dans son programme économique et social et culturel, décide de faire. On prend un budget de tel montant pour faire quoi exactement? Au Cameroun, on se rend bien compte que notre budget, malheureusement, est toujours noyé par la consommation et que la part réservée à l'investissement public est toujours plus réduite que la part
qui est affecté à la consommation. Alors que dans un pays pauvre comme le nôtre, on s'attendrait à ce que l'investissement prenne plutôt de l'ampleur par rapport à la consommation. C'est la première chose qu'on peut dire. Et on voit très bien comment, même pour la consommation, ce budget est malheureusement très mal consommé. Je prends le cas par exemple des voitures administratives. Je suis d'accord qu'on donne les voitures dans les administrations. Le problème c'est qu'on ne les donne pas au bon endroit. Un sous-préfet qui est à Tokombere ou à Yengi doit avoir une bonne voiture parce que il est dans une zone enclavée. Mais au nom de quoi on donne un VX à un ministre qui vient à Yaoundé et qui va au bureau à Yaoundé, ça n'a pas de sens. Il aurait bien une voiture de ville ordinaire parce qu'il est à Yaoundé. Donc je pense que là aussi, on voit très bien que parfois ce budget est voté et adopté, mais il est mal utilisé. C'est ce que je peux dire. Et il faut aussi remarquer que depuis des années, les budgets du Cameroun, on les vote, on donne des montants, mais à la fin, on ne sait pas toujours trop bien ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. On communique en tout cas très peu dessus. On a pu recevoir combien en termes d'impôts, de douane et de tout le reste, et qu'est-ce qu'on a dépensé. Cela ne se fait malheureusement pas. Et du coup, le Camerounais ordinaire se demande, il entend les gros chiffres en début de session de novembre sur le budget, mais à la fin, il n'est pas très au courant de ce que le gouvernement a pu réaliser. Voilà ce que je voulais dire. Et de redire franchement, M. Meyanga, que non, bien sûr, je voulais finir par là. Je pense que nous devons avoir un rôle pédagogique, simplement quand on vient à la télévision dimanche et permettre que ce qu'on dise puisse aider les gens qui ne comprennent pas toujours, parce que nous sommes supposés, nous, être des sachants par rapport à ceux qui nous écoutent. Et qui n'aurait pas eu un rôle pédagogique alors? D'accord. Je ne vais pas de nous tous. On en reparle tout à l'heure. Merci, Maître Emmanuel Sim. Faustin Dikam, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous allez bien, Faustin? Je vais comme tous les Camerounais en ce moment, partager entre le doute des lendemains qui risquent d'échanter, parce que le pays a des problèmes d'ordre sécuritaire, comme vous le savez. Rien ne va plus à la CSPH de ce côté-là. On compte plusieurs morts de suite d'AVC pour les conditions de travail dans cette société d'hydrocarbures. Et on parle d'un directeur général qui s'accapare tout au détriment de son directeur général adjoint. Et le personnel est dans un stress total de ce côté-là. Je voudrais, avant de répondre à votre question, m'incliner humblement sur la mémoire des éléments de nos forces de défense qui ont été lâchement assassinés ces derniers temps par des terroristes. Et pour revenir donc à vous, ce qui se passe à la CSPH est pathétique. D'abord parce que depuis que le directeur général a été nommé ministre délégué aux Finances, la CSPH semble être une société bloquée. Il suffit d'y faire un tour pour voir ce qui se passe là-bas. Le personnel est totalement démotivé. Vous introduisez un dossier à la CSPH, 2-3 mois après, on ne vous donne pas de suite. Parce qu'à chaque fois que vous y arrivez, on vous dit le directeur général n'a pas encore signé. Vous voyez bien qu'un homme qui est aussi occupé dans ses fonctions de ministre délégué aux Finances ne peut pas sereinement gérer une entreprise aussi importante au quotidien comme la CSPH. Et après cela, on va même se rendre compte que, au-delà de ses missions, la CSPH est devenue le réceptacle des enfants des copains et des coquins de la République. On ne va plus à la CSPH parce qu'on a les qualités académiques pour y être. Mais on va à la CSPH. Aujourd'hui, on est recruté à la CSPH sous l'actuel directeur général parce qu'on est ami de tel ministre ou de tel DG ou de tel autre couplier de la République. Et du coup, la CSPH devient un endroit qui est peu fréquentable. Vous voyez que ces derniers jours, un certain nombre de personnel qui travaillent dans cet environnement soit tombent en transe, soit ont des AVC continuellement, parce qu'il faut le dire, il faut faire un tour à la CSPH pour se rendre compte de cela. Le directeur général adjoint qui aurait pu peut-être suppléer l'absence quasi permanente du DG,
qui est occupé dans ses hautes fonctions de ministre au ministère des Finances est considéré comme un planton. Il ne travaille pas. Tout est réduit, tout est concentré au niveau du directeur général qui n'est pas là. Et le personnel, démotivé qu'il est, ne fait presque plus rien. Et vous convenez avec moi que si une entreprise comme la CSPH est paralysée du fait de son management, est paralysée du fait de la démotivation de son personnel, eh bien, ce n'est pas le Cameroun qui gagne de toutes les façons. Le conseil d'administration de ce côté est annoncé pour jeudi prochain. On espère qu'à l'issue de ce conseil d'administration, on aura des solutions favorables pour nos compatriotes qui sont du côté de la CSPH, qui souffrent le martyre de ce côté-là. Le quatrième invité sur ce plateau, professeur Aboya Manassé, bonjour, bienvenue. Merci Boubangomna, et bien entendu un salut amical à tous les fidèles au peuple de Canal Presse. On reçoit sur une double casquette sur ce plateau, politologue, ensuite conseiller technique numéro 1, si je ne m'abuse, au ministère de l'enseignement supérieur, avec cette histoire de grève à l'université de Douala. Où en sommes-nous? Sommes-nous finalement sortis de l'auberge avec cette situation? Il faut dire que le mouvement de grève qui a été lancé par la branche locale du CINES était un mouvement qui était en préparation depuis longtemps. Je crois que dès le mois de février dernier, le président de cette branche locale avait fait circuler longtemps à l'avance la programmation de cette grève en fin d'année, et il disait qu'il n'est pas un irresponsable, qu'il allait laisser le temps aux autorités de réagir. Je crois que la manière avec laquelle ça s'est déroulé montre quand même un peu de maturité des deux parties, parce que voilà une grève, un préavis de grève qui est lancé et qui trouve un consensus à l'issue des négociations. Si toutes les grèves pouvaient se dérouler ainsi, je crois que le Cameroun serait un pays calme. Donc à l'issue de ce préavis de grève qui indiquait les dates de début au 21 novembre et l'arrêt programmé au 27 novembre, il y a eu des rencontres, notamment avec l'intérimaire du recteur de l'université de Douala qui était en mission du côté de l'Italie, et ensuite par la médiation de l'autorité administrative, dont le préfet du Vouri, qui représentait le gouverneur, lui-même est venu présider la conciliation, voire les échanges entre les deux parties. Et puis cela s'est parachevé par la présence du recteur lui-même de son retour. Et un consensus a été trouvé, et la grève a été levée, simplement parce que, au-delà justement de ce préavis de grève, effectivement, les mesures avaient été mobilisées, et tous ont convenu qu'il y avait déjà des réponses qui étaient mises en route. Mais comme les syndicalistes tiennent à tout prix à faire passer leur message davantage à l'endroit de leurs membres, la grève s'est tenue, effectivement, mais elle a connu un dénouement heureux parce que tous ont décidé à l'unanimité de converger vers la levée du mot d'ordre et la reprise des activités. Donc c'est une grève qui s'est déroulée dans un esprit républicain, comme on souhaite que cela puisse se passer ailleurs, notamment dans d'autres secteurs d'activité, voire dans d'autres régions du Cameroun. Parce que la grève, telle qu'elle est lancée par un syndicat, est une revendication essentiellement syndicale en vue d'apporter des solutions aux problèmes soulevés. Merci professeur. Cinquième invité sur ce plateau, Bill, c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement, de son tout à fait Billois ici, c'est le doyen, le vétéran au journalisme sur notre plateau. Merci de nous faire l'honneur de venir sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Boubangomna, je salue les téléspectateurs et téléspectateurs de Canal 2 et surtout de Canal Presse, parce qu'il a des adeptes. Cette émission a vraiment des adeptes et je les salue tous. Je salue tous les Camerounais du reste. Un mot sur le discours de Macron aux Africains. Que doit-on retenir? Surtout, que peut-on retenir? Macron était face aux étudiants à Ouaga.
On a eu comme l'impression, la fameuse histoire de la clim. Il est allé arranger la clim. C'était un mot de Macron au président, du Burkina Faso. Pour vous, c'était une raillerie ou c'était tout simplement une petite blague de la part de Macron? Une mauvaise blague. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire que le choix du Burkina n'a pas été un hasard. Lorsque Macron choisit d'aller au Burkina, vous voyez comment ça s'organise là-bas. Un amphithéâtre, on choisit des étudiants. Parce que ceux qui n'avaient pas été choisis, il fallait voir leurs manifestations en ville. Ils ont effacé tous les noms des rues, les ont baptisés. Ça veut dire que Macron savait qu'il va en terrain conquis. La preuve, disons pas impolitant, disons que son indélicatesse a traité le président du Burkina comme si c'était quelqu'un qui est manœuvre au palais de l'Élysée. Cela ne m'a pas beaucoup, ça n'a pas plu aux citoyens. De fait, tu as certainement parlé de cette histoire de l'électricité. Qu'est-ce que Macron avait à dire? Vous avez vu, à l'entrée, le président burkinabé a voulu tenir la main de Macron. Il l'a repoussé comme un lépreux. Chez nous, la convivialité, quand on vient en Afrique, on sait qu'on va chez des gens qui acceptent et qui sont ouverts. Mais la position de Macron a montré que non seulement il n'est pas très mature, même si il a réussi à bouleverser le champ politique français. Bon, son discours, Macron parle comme si la France est née il y a 6 mois. C'est pas normal. Il ne peut pas dire un certain nombre de choses. Macron n'est pas venu dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas lui, ce n'est pas son rôle. Et il a bien dit qu'il a été élu par les Français. Il n'a pas été élu par les Africains. Faire l'impasse sur le passé historique de nos relations avec la France, cela me semble être une escroquerie politique. Parce que Macron parle comme si les choses se passaient. Je prends le cas du franc CFA. Il dit le franc CFA appartient aux Africains, la France est le garant. Comme si un chef d'État africain pouvait aller à l'imprimerie de la Chamalière, là où on tire nos CFA, dire bon, allez, tirez-moi 100 milliards. Non, c'est pas possible, c'est la France qui fait ça. Lorsque elle veut escroquer nos devises de change, bon, elle prend la moitié, on dit la moitié en fait, elle prend tout, puisque ce qu'elle nous rend, c'est les francs CFA, mais pas les devises qui sont venues d'ailleurs. Il nous rend l'équivalent en francs CFA, c'est-à-dire en papier hygiénique, quoi. Puisqu'on ne peut rien faire avec, hors de notre zone. Même en Afrique de l'Ouest, le franc CFA de l'Afrique centrale ne sert pas. Donc, Macron devrait comprendre que les accords léonais qui nous ont été imposés font que on ne peut pas partir comme il le dit. Et malheureusement, des étudiants quelque peu ignares ont applaudi lorsqu'il a dit que on peut partir, on peut sortir de la zone. On ne peut pas sortir comme ça. Non, c'est pas possible. Je prends pour me faire comprendre très rapidement. Nous avons des dettes et ces dettes sont libellées en différentes devises. Si nous partons de là comme ça par un coup de tête, on vous dit vous avez libellé la dette en dollars, payé en dollars. Vous avez libellé en euros, c'est en euros qu'il faut payer, en yens, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui demande une préparation et on n'improvise pas la sortie. Si nous disons qu'il faut sortir, c'est pour sensibiliser nos chefs d'État que l'Afrique a marre de garder son argent ailleurs qu'en Afrique. Donc, le discours de Macron est un discours d'un président immature.
pour essayer de voir ce que les autres confrères ont eu à traiter tout au long de la semaine concernant les autres informations. C'est dans le cadre de la revue de presse que signe Bran Kamga. Bonjour. Des soldats sont encore morts dans le cadre de la crise anglophone. 4 dans la nuit de lundi à mardi nous dit mutation. 2 autres sont tombés dans la nuit de mercredi à jeudi. Déjà 10 morts militaires et policiers. Une riposte vigoureuse est annoncée. Déclaration de Paul Biya reprise par Cameroun Tribune à son retour du sommet Union africaine, Union européenne. 7 sont déjà sanctionnés d'après mutation. Une dizaine d'inspecteurs pédagogiques ayant inséré une page où figure le drapeau des sécessionnistes dans un livre au programme sont aux arrêts avec leurs complices. Entre terrorisme et sécession, il y a peur sur le Cameroun. La menace se précise avec des équipements lourds des sécessionnistes annoncés par un pays voisin. Pour Canal Libre, il y a des topotours de Paul Biya qui, dans l'incapacité de remanier, est obligé de négocier. Un autre condamné de la crise anglophone, c'est le Parlement. Le candidat à la présidentielle de 2018, Akeré Mouna, reproche à tous les élus d'avoir bloqué le débat sur un problème aussi sérieux, selon le quotidien Émergence. Avis partagé bien avant par le SDF, qui a perturbé la présentation du projet économique et social du Premier ministre à l'Assemblée nationale mercredi dernier. The Guardian Post fait savoir qu'ils exigent un débat sur la crise avant les discussions sur le budget de 2018. Jusqu'où ira le Social Democratic Front, s'interroge mutation. Le SDF veut également bloquer les travaux au Sénat si sa demande n'est pas validée. Le show des parlementaires SDF n'est qu'une gesticulation politique et illégale à en croire l'équation. Il viole le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le soir pousse la réflexion un peu plus loin et se demande si le SDF est complice des sécessionnistes. Les chants hostiles au président de la République jouent en faveur des séparatistes. Contre vents et marées, Paul Biya était à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a pris part aux travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne du 29 au 30 novembre, nous dit l'Action. Une participation honorable pour le quotidien L'Épervier. Le couple présidentiel a tout de suite regagné Yaoundé après les travaux. Les débats ont selon l'essentiel porté sur les atouts de la jeunesse et l'avenir de l'Afrique. Des lignes fortes d'un partenariat Afrique-Europe ont été tracées. L'esclavage n'était pas en reste. Tous ont condamné avec vigueur la vente des noix en Libye. Baromètre communautaire a fait sien ce sujet en y consacrant un dossier spécial pour présenter la gravité de la situation avec exploration des solutions possibles. Il y en a qui risquent d'être esclaves de l'ENAM. Sans détour fait savoir qu'une vingtaine de candidats irréguliers sont admis aux épreuves orales. Certains ont composé au cycle B et ont fait l'oral au cycle A. Les fraudeurs sont ainsi épinglés. 2 suspects sont aux arrêts et 15 autres candidats informés ont disparu. Pile ou face dit que ces noms ont été acrobatiquement ajoutés par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Le même journal conclut dans un autre numéro que le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature est victime d'une conspiration. Linus Toussaint Mendjana, aussi talentueux que 15 autres citoyens camerounais qui font la fierté du pays. Horizon Nouveau présente sur la base d'une enquête réalisée ceux qui accomplissent leur mission avec brio. Le Premier ministre Philémon Yang ne figure pas dans cette liste pour une raison simple. Son bilan est honteux après 7 ans à la tête du gouvernement. C'est Echo Matin qui en parle. En perspective, le Cameroun abrite du 12 au 14 décembre 2017 la 2e conférence internationale sur l'urbanisation durable au Canada, en Chine et en Afrique. Annonce faite par le ministre du Développement urbain et de l'Habitat Jean-Claude Bointou, rapporte le Pélican.
Merci Brand Kamga. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre revue de presse. On enclenche tout de suite maintenant avec la première thématique consacrée à la crise anglophone qui vire au terrorisme. On a pris avec beaucoup de douleur le décès de nos forces de maintien de l'ordre et même de défense dans la partie sud-ouest, nord-ouest du pays. Le chef de l'État du retour du sommet a fait une déclaration du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Je commence par vous, Simon Meyanga. La déclaration du président de la République à l'aéroport de Yaoundé international de Simalène sonne comme une fin de récréation pour ceux qui font du désordre du côté du sud-ouest. Oui, elle est plutôt une déclaration qui rassure les Camerounais qui attendaient de voir l'État prendre ses responsabilités. Non pas qu'il y ait eu récréation là-bas, non pas que l'État n'ait pas eu la main sur la gestion de l'ordre public, encore moins sur la gestion, sur la protection des personnes et des biens, mais c'est que dans la gestion holistique de la crise, dans la mise en œuvre des mesures globales, le président a non seulement satisfait aux exigences corporatistes d'abord, et même de dialogue en envoyant ses principaux collaborateurs sur le terrain. Il y a les dernières missions qui sont parties, et il y a la lettre du président de la République au chef traditionnel du nord-ouest et du sud-ouest, avec qui il va discuter pour voir ensemble comment sortir de la crise, mais il y a également le volet sécuritaire, le volet maintien de l'ordre et surtout protection des hommes et des biens. Maintenant que ça vire au terrorisme, vous l'avez dit, ce n'est pas récent, ce n'est pas récent parce que brûler des internats, brûler des écoles, brûler des édifices publics était déjà suffisamment grave. Descendre le drapeau de la République du Mali, le brûler, le piétiner, c'était déjà des actes graves. Maintenant, attenter à la vie des individus, qui plus est, des militaires, des gendarmes, des policiers, je crois que c'est un cran supplémentaire qui a été pris par ceux qui revendiquent je ne sais quoi, la partition du Cameroun, et ça la République ne peut pas l'accepter. Et le président de la République a donc, j'allais dire, pour emprunter à votre expression, sonné la fin de la récréation pour dire ok, on va donc pouvoir répondre. Je pense que le président avait laissé faire pour laisser l'opinion publique nationale et internationale prendre date et être témoin de ce que les agresseurs ne sont pas toujours du côté où on pense qu'ils sont. Notamment, généralement, on a souvent condamné la force publique de faire un usage disproportionné de la force pour telle ou telle chose. Mais je pense que là, on a bien vu que les militaires sont égorgés, des policiers et des gendarmes sont égorgés, ils sont tués, carrément, ils sont tués. Et je pense qu'il faut mettre un terme à cet état de choses, et c'est ce que le président de la République a dit. Non pas qu'il s'agisse de tuer des populations qui n'ont rien fait, qui ne se reposent rien, qui sont otages même de cette situation-là, mais de mener la guerre aux sécessionnistes devenus définitivement terroristes pour mettre un terme à ces gens. Est-ce que la réaction du chef de l'État n'intervient pas un peu tard, dans la mesure où on sait que il y a plusieurs éléments de forces de défense qui ont été soit égorgés, soit tués? Le président réagit en ce moment. Est-ce que c'est pas tard? Le temps du président de la République n'est pas celui des journalistes, encore moins des autres hommes politiques. Il était temps, à son avis, qu'il s'adressa à la nation. Et il l'a fait. Et c'est ici qu'il faut peut-être s'arrêter pour dire que le chef de l'État, qui est le garant de toutes les institutions républicaines, y compris de ceux qui ne sont pas d'accord avec sa politique, avait le devoir de sa posture tribunicienne de prendre la parole et de sonner la fin de la récréation. Je crois qu'il l'a fait. Et je crois que dans ce sens, nous devons le soutenir dans son action pour que l'ordre règne partout au Cameroun. Il est le garant de notre sécurité et de nos biens. Il fallait qu'il prenne ses responsabilités. Il les a fait l'autre jour et nous avons le devoir en tant que journalistes
de relayer ces informations et de faire comprendre aux populations que le président de la République ne va pas en guerre contre les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Le président de la République va en guerre contre les terroristes qui rentrent sur le territoire camerounais, parce que souvenons-nous toujours que le sud-ouest et le nord-ouest restent et demeurera camerounais, pour combattre avec la dernière énergie ces criminels qui ont osé, oui je dis bien osé, s'attaquer aux forces de défense dont le seul péché est de nous assurer notre sécurité. C'est assez grave. C'est assez grave, Bangomna, ce qui est en train de se passer depuis. On peut accepter qu'il y ait des revendications, mais on ne peut pas continuer à accepter que des individus, au nom de leurs revendications, somme toute peut-être compréhensibles, s'attaquent non seulement à des édifices publics qui ont été construits par nos moyens à nous tous, s'attaquent à des populations, s'attaquent aux forces de défense et aux forces de l'ordre. De cette façon, sans que rien soit fait. Oui, il était temps que le chef de l'État le fasse, il est temps de terroriser les terroristes. Bilois, ici, quand on essaie de voir la cartographie du Cameroun, on se rend compte que le Cameroun, sur le plan géostratégique, a plusieurs fronts de guerre, notamment avec Boko Haram dans la partie septentrionale du pays, puis à l'est, et un autre front supplémentaire s'ouvre au nord-ouest et au sud-ouest. Vous qui êtes un spécialiste de ces choses-là, est-ce que ce n'est pas un front de trop pour le Cameroun? Il n'y a pas de front de trop lorsqu'il faut défendre l'intégrité du territoire. Ça, il faut être clair là-dessus. Je voudrais, avant de répondre, présenter mes condoléances aux familles éprouvées, c'est-à-dire les familles qui ont perdu les soldats, les gendarmes et les policiers. Je voudrais dire que le président va prendre, et il a même déjà pris, ce n'est pas un problème de trop, mais ce sur quoi je vais insister, parce que toi comme moi, comme certaines personnes sur ce plateau, ont reçu des images qui montrent M. Ayoub Tabé jouant au président de l'Ambazonie, salué par quelques militaires, en tout cas des individus habillés en tenue militaire. Il semble que c'était au Nigeria. Oui, il semble. Je voudrais, avant de rentrer dans le problème, dire que je souhaite que le Nigeria comprenne que nous avons joué un rôle important pour que ce grand pays frère reste ce qu'il est. Et tout le monde se souvient de ce que le colonel Oudougou avait décidé de créer un pays qu'il a appelé le Biafra. Et que le Cameroun du président Ahidjo s'était opposé fermement, malgré les pressions du président de l'époque, du président français de l'époque, qui d'ailleurs a encouragé ça pour balkaniser ce pays dont on ne veut pas de la puissance, comme tous les pays africains du reste. Donc je voudrais que le Nigeria se souvienne que le Cameroun est pour beaucoup dans le fait que cette république n'a pas été calculée. Bon. Cela dit, je crois qu'on doit opposer la violence à la violence. Ce d'autant plus que c'est la violence de l'État qui est légale et non celle des terroristes qui tirent sur des membres, disons, des unités de défense ou des unités de maintien de l'ordre et de sécurité. Nous avons le devoir d'être soudés pour que le Cameroun, tel que ce parti, n'implose. Parce que la crise nous montre aujourd'hui, comme le président l'a dit, les choses sont claires. La manifestation des députés et du SDF fait qu'aujourd'hui, ils ont jeté le masque. S'ils demandent qu'on prenne en compte la crise anglophone au sein de l'Assemblée, on va discuter avec qui? Avec les députés SDF qui ne sont pas à la base du départ de la crise, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors,
Ils nous disent que c'est nous qui avons envoyé ces gens-là. Si nous nous entendons ici, ils tiendront compte des conclusions de notre dialogue. Mais sinon, on ne s'explique pas que des gens normaux, élus par ceux qui attendent d'eux que la vie soit meilleure, qu'ils présentent leurs problèmes, qu'ils viennent apprendre des sifflets comme des élèves pour dire que Biya va encore tuer combien de gens. C'est pas Biya qui a tué les soldats, ce n'est pas Biya qui a tué les gendarmes, ce n'est pas Biya qui a tué les policiers. Il faut que ce soit clair, et personne, en tout cas pas moi, je ne saurais accepter que ceux qui sont à la charge de notre protection soient tirés comme des simples petits pigeons. Non. Donc le problème devrait être résolu. L'État peut défendre ses frontières, et c'est pour cela d'ailleurs que les différents concours et différents recrutements continuent dans les forces de maintien de l'ordre comme dans les forces de défense. Nous, les Camerounais, doivent se battre pour qu'on ne connaisse pas le sort de notre frère à côté, la Centrafrique. Les Camerounais doivent comprendre qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont versé de leur sang pour qu'aujourd'hui on puisse appeler notre pays le Cameroun. Donc à partir des Allemands jusque dans les méfaits de l'armée franco-camerounaise. Professeur Aboya Manassé, c'est le politologue que j'interroge. Je voulais comprendre un peu sur la forme de la déclaration du président de la République à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. On se souvient, le président avait déclaré la guerre au Boko Haram en France. Il est venu à l'aéroport de Simalène encore. Il a qualifié Boko Haram de maquisard. Et encore, du retour d'Abidjan, le président de la République, entre guillemets, déclare la guerre aux terroristes dans la partie nord-ouest du pays. Mais on se pose un peu la question, on a comme l'impression que la communication du président a un problème et que cette communication avait été faite à la va-vite. Ça a été fait en plein vol entre Abidjan et Yaoundé. Du coup, certains pensaient que le président aurait pu s'adresser dans un moment solennel avec un drapeau derrière lui, un hymne national. Est-ce que cette façon de communiquer sur le plan politique tient la route, d'après vous? Je crois que la parole présidentielle, où qu'elle est déployée, a le même impact. Il s'agit de passer un message. Le moment était bien choisi, il sort d'un sommet et communiquer sur une menace à l'intégrité territoriale de l'aéroport indique la préoccupation. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas allé chez lui avant de communiquer. Ça veut dire qu'il a été renseigné déjà au lieu du sommet et de ce qui se passe dans son pays, et pour montrer effectivement l'urgence de la situation qui a été portée à sa connaissance, c'est tout à fait indiqué qu'à la descente de l'avion, qu'il puisse directement communiquer. Et je crois que quand on regarde les réactions des uns et des autres, moi j'ai la faiblesse de suivre la politique camerounaise depuis quelques années déjà. Il y a 4 ans, on disait il est nonchalant. C'était la critique du SDF. Le SDF disait qu'il était nonchalant. Il n'arrive pas à prendre une décision contre les terroristes de Boko Haram. Maintenant, la réaction des uns et des autres diffère. Comme il s'agit déjà de la crise anglophone, les gens disent que oui, mais il a déclaré la guerre à son peuple. Je crois qu'il faut faire très très attention. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'à la violence, on doit opposer la violence. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la barbarie. À la barbarie, il faut opposer la force de l'État. Et nous allons dans une situation extrêmement catastrophique pour la stabilité de notre pays, qui est déjà, vous l'avez indiqué, affaibli par différents fronts. Or, contrairement à ce que les gens pensent, le président dit que les choses sont désormais claires. Mais vous savez que d'un côté, ce n'est pas la population anglophone. Il s'agit bien du Southern Cameroon Ambazonia Consortium
force action. Donc c'est front action. Donc c'est quelque chose de constitué en force militaire. Donc nous sommes dans une guerre ouverte entre deux entités opposées. C'est-à-dire entre une armée républicaine et une armée d'insurgés qui défient la tenue militaire. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'un chef d'État sérieux peut s'empêcher de prendre des mesures conséquentes? Donc c'est une déclaration de guerre qui devait mobiliser tous les politiques. Moi je suis surpris. Quand il y a eu les attentats de Paris, vous avez vu la mobilisation de toute la classe politique française derrière le président de la République pour combattre absolument un péril qui menace la stabilité de l'État, qui menace la fierté de la France. Je suis surpris que parce que les uns et les autres ont des calculs politiciens, ils souhaitent que le pire puisse arriver au Cameroun parce que c'est un président qui a... Ils ne seront pas épargnés. Donc je crois que c'est un moment solennel, important, pour que tous ceux qui aiment le Cameroun puissent effectivement le montrer à travers une mobilisation contre un ennemi déclaré du Cameroun. Il ne s'agit pas d'un problème politique, il s'agit de la survie de la République. Donc les gens doivent ranger d'abord leurs ambitions politiques pour plus tard, parce que pour l'instant là, il s'agit de l'État, il s'agit de la République, et donc il faut opposer à la barbarie la force républicaine. Or, l'un des maillons de la République, c'est l'armée. On ne peut pas tolérer dans un État sérieux qu'on porte atteinte à ceux qui sont censés nous protéger, incarner la sécurité. Là, nous sommes dans une dérive politicienne extrêmement grave qui indique que la culture politique a foutu le camp, que les gens ne sont pas suffisamment informés des B et A bas de la politique. C'est-à-dire que les partis politiques doivent éduquer leurs citoyens au patriotisme, à l'attachement aux valeurs républicaines. Il ne s'agit pas de faire la politique à temps et à compte de temps, il s'agit de réagir face à un péril qui menace le Cameroun. Or, le Cameroun, c'est une affaire de tous. Le Cameroun, ce n'est pas une affaire de partis politiques. Moi, je ne suis pas un partisan de réformation que ce soit, mais je crois que tout patriote qui se respecte doit se sentir en danger, parce que ça peut arriver à tous les Camerounais à partir du moment où une force qui défie la tenue militaire, qui nargue les autorités en diffusant dans le net des armes de guerre. Mais plus grave, j'ai l'impression, l'avocat est là, j'ai l'impression que même la loi sur le terrorisme, contre le terrorisme n'est pas appliquée, parce qu'il y a des gens qui font l'apologie du terrorisme à longueur de journée dans les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais il faut absolument mettre un terme à ça. C'est une dérive totale qui affaiblit justement les forces qui doivent se mobiliser de l'intérieur. Parce que là, absolument, les ennemis ne sont plus du côté des zones menacées, mais quasiment du côté où on attend que les uns et les autres organisent la mobilisation, portent leur secours à tous ceux qui se sont organisés pour lutter contre ce fléau. Maître Emmanuel Sim, à suivre de près la déclaration du chef de l'État, est-ce qu'on peut comprendre à travers cette déclaration que le dialogue est terminé, on rompt le dialogue, maintenant ce sera l'usage de la force? Oui, M. Bouba, je voulais d'abord dire que le MRC que je représente ici a depuis le début de cette affaire pris une position claire. Nous devons, nous les Camerounais, nous retrouver pour discuter. Mais il est hors de question qu'on parle de sécession. Ce n'est pas négociable. Nous avons un État que nous avons passé le temps, nos parents sont morts pour que le Cameroun soit ce qu'il est. Il est hors de question que d'autres Camerounais parlent de sécessionnisme. Nous sommes parfaitement contre ce Bouba. Il faut qu'on le dise. Le MRC est contre les attaques contre les forces du maintien de l'ordre. Évidemment, qui ont pour rôle de protéger tous les Camerounais. Et le MRC condamne de manière très forte, solennelle, ces attaques barbares contre ceux qui sont en charge d'assurer notre vie au quotidien, en tout cas dans la sécurité. Mais quand je dis ça, M. Bangomna, je ne veux pas aussi non plus qu'on fasse la critique aux partis politiques de ne plus émettre aucune réserve parce qu'on va les critiquer d'être antipatriotes. Non. Cette question est une question effectivement nationale et grave. Et je pense que le président de la République est celui qui doit prendre le mieux la gravité de la situation. Ce n'est pas l'impression que les Camerounais ont eue depuis que cette affaire a commencé. Ce n'est pas le sentiment qu'on a eu. Sincèrement, moi je pense que le président
n'aurait pas dû communiquer sur une affaire si grave à la descente de l'avion. Derrière les vrombissements des moteurs de l'aéronef, on entendait à peine ce qu'il disait. Je pense que pour une affaire si grave, il faut qu'il y ait de la solennité. Qu'est-ce qu'on veut défendre? Et le dire n'est pas dire qu'on est contre le président ou qu'on fait un calcul politique, c'est la vision que d'autres peuvent avoir. Et nous devons apprendre au Cameroun à accepter qu'il y ait une vision différente. On avait demandé maintenant si le président, en le disant, rompt le dialogue. Je ne pense pas. Je pense que les forces de l'ordre ont pour mission précisément de protéger l'intégrité du Cameroun. Avant-hier, hier et demain. C'est là quand Paul Biya le dit que ça se passera. On a tué 4 militaires. Ça veut dire qu'il y avait déjà des militaires là-bas. On a tué 2 gendarmes. Ça veut dire qu'ils y étaient déjà. Donc l'État avait déjà pris des mesures en amont pour pouvoir faire à ce que nos territoires ne subissent pas la sécession. Maintenant, il faut simplement trouver des moyens opérationnels, efficaces, pour que ces seuls les imbéciles sionistes qui attaquent notre armée soient, je vais dire, attaqués également, et éviter que dans la mêlée, qu'on ne puisse tuer tout le monde et des citoyens qui n'ont rien à voir, qui même au contraire, comme beaucoup d'entre nous, je sais, moi je vais tout le temps au sud de ce nord-ouest, ces Camerounais-là aiment leur pays et veulent rester dans notre pays. Ils sont aujourd'hui pris en otage un peu par des extrémistes qui essayent de faire du désordre. Il ne faut non plus qu'en face d'eux, au gouvernement, qu'il y ait d'autres extrémistes. Sinon, on va être pris en otage par des extrémistes qui gouvernent et ceux qui sont sur le terrain au sud et au nord-ouest. Nous devons avoir un discours modéré et dire, dans cette situation, qu'est-ce qui est le mieux, M. Oubangomna? Le mieux, je pense, au Cameroun aujourd'hui, même s'il y a des armes qui sont sorties, ce sera forcément de venir au dialogue, qu'on appelle depuis très longtemps. J'ai entendu tout à l'heure parler encore de l'Assemblée nationale. Le grand Vébulot ici dit que c'est pas l'Assemblée, non. C'est à l'Assemblée nationale précisément d'évoquer la question qui est d'intérêt national et grave. Nos députés, nos sénateurs ont été élus. Ils représentent la nation. Donc si une cause aussi grave concerne le Cameroun, comment peut-on dire que ce n'est pas à eux d'en parler, c'est à eux d'en parler, et même peut-être de proposer des solutions de dialogue. On l'organise comment? Avec qui? Qu'est-ce qu'on fait? Ce serait une bonne tribune. Cette fois-ci qui est légitime et légale parce que les gens ont été élus. Moi je pense qu'il faut sortir du manichéisme qui veut dire qu'il y a des bons Camerounais et des mauvais Camerounais. Certains ne sont pas d'accord de la manière avec laquelle le président Paul Biya a géré cette crise, j'en suis. Le président Paul Biya a une gestion absolument calamiteuse de la crise anglophone. Elle a été très mauvaise. Et je lui ai dit, je vais finir par là, qu'on parle de terrorisme aujourd'hui. Non, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Souvenez-vous qu'en janvier 2017 déjà, on a arrêté des leaders anglophones du consortium qui étaient des avocats, des enseignants. On les a poursuivis au tribunal militaire pour terrorisme. Déjà, ce n'est pas un mot qui est né aujourd'hui. Donc on a fait l'amalgame dès le début en prenant ceux qui voulaient simplement des conditions de vie meilleures pour des terroristes, au point qu'aujourd'hui, on a donc les vrais terroristes qui ne sont pas ceux qu'on a arrêtés en janvier et qu'on a heureusement remis en liberté. Donc je pense que la gestion de cette crise avait été très mauvaise et nous espérons que la solution qui est prise aujourd'hui consistera effectivement à faire que l'État s'attaque à ceux qui attaquent le Cameroun et non pas à ceux qui, comme nous, ici, veulent vivre en paix dans ce pays. Dernier tour de table sur cette question. On commence par vous, Simon Meyanga. Maître Emmanuel Sim parlait d'amalgame au début de la crise. Il parlait des leaders du consortium qui avaient été arrêtés et puis relâchés. Mais quand on suit le discours du président de la République, il dit désormais tout est clair. Est-ce que pour lui, il a identifié l'ennemi? Quand il parle comme ça suppose que des actions concrètes seront menées dorénavant? Oui, les choses sont claires pour le président de la République, sont claires pour nous tous, qui pensions que au départ il y avait eu des revendications corporatistes des avocats, des enseignants, et auxquelles la République a apporté des solutions allant jusqu'au-delà des attentes même des concernés. Je suis étonné qu'on me dise que la question a été mal gérée. Maintenant, il a été question de dialogue. Parce que souvenez-vous qu'il y a eu 6 revendications qui sont montées à 11, qui sont arrivées à 21 ou à 22. À chaque fois, le gouvernement a lâché du lest.
jusqu'au dernier point qui concernait la question de la forme de l'État, où le président de la République a dit, et nous pensons avec lui, que la forme de l'État était non négociable. Je voudrais savoir à quel niveau le président n'a pas bien géré cette affaire, si c'était au niveau de la forme de l'État que Maître Sim se prononce. Nous, on pense avec le président de la République, le président l'a dit, pas question de revoir la forme de l'État, le Cameroun reste un et indivisible. Pour le reste, le président a tout lâché. Le président a émis le dialogue, le vœu de dialoguer. Les collaborateurs sont allés. Je parlais encore de la récente réaction du chef de l'État en direction des chefs traditionnels. Donc l'arrestation des leaders, etc. Ok, il y a eu ces actes-là, qui étaient qualifiés de terroristes parce qu'il y avait déjà des actes terroristes. Les bâtiments publics avaient été incendiés, des gens avaient été tués déjà également, des bombes artisanales avaient explosé ici ou là, des écoles avaient été brûlées, des internats, etc. Des enfants étaient interdits d'aller à l'école. On a vu des actes, des enfants tabassés, bastonnés. C'est pas des actes républicains. Ouais, c'était déjà. Donc, et ça, il fallait régler. Et la libération de ces gens participait donc déjà de la volonté d'apaisement du président de la République. Aujourd'hui, tout est bien clair, parce qu'il n'a jamais été question au départ de l'Ambazonia Force, Défense Force. Aujourd'hui, on sait très bien que l'Ambazonia a déjà une force armée, donc une rébellion en réalité, un mouvement sécessionniste armé. Et c'est ça que le président dit, c'est bien désormais clair, puisque la cible est désormais devenue celle des forces de défense et de sécurité de la République qui ont été déployées sur le terrain pour défendre l'intégrité du territoire, pour assurer la protection des personnes et les biens. Maintenant que tout est donc désormais clair, que nous faisons face à pas des gens qui réclament, qui sont en quête du dialogue, non, mais des gens qui disent qu'ils prennent les armes pour une libération entre guillemets de qui ou contre qui, on n'en sait rien, mais c'est clair donc désormais qu'en face, on a un ennemi qui emploie des méthodes armées, et donc la République va répondre par son armée, l'armée républicaine. Maintenant, moi je souhaite que notre voisin du Nigeria, comme disait Bilo ici tout à l'heure, se souvienne de l'histoire qui n'est pas aussi lointaine que ça. Parce qu'on a toujours dit, les rapports disent, ils sont venus, ils ont tué, ils ont égorgé, ils se sont repliés au Nigeria. Les images que nous avons vues d'entraînement militaire, on les a vues, c'est sur le territoire nigérien. Il faut que nos frères du Nigeria, qu'on continue de marcher la main dans la main. Je pense que les pouvoirs publics et du Nigeria et du Cameroun sont en quête de cette solution-là. Mais je dois insister en disant que le Nigeria ne doit pas oublier l'histoire, ne doit pas oublier le rôle que le Cameroun a joué pour arrêter la guerre du Biafra, pour que la stabilité arrive au Nigeria aujourd'hui. Fossa Ndikam, parlant du Nigeria, on a vu quand même une vidéo circuler à travers la toile où un pseudo-président d'un État se faisait saluer par des militaires et il est localisé du côté du Nigeria. Est-ce qu'on peut taxer le Nigeria d'être complicité, de complicité de déstabilisation du Cameroun? Ouais, M. Boubangomna, vous savez, on a l'habitude de dire que toutes les basses œuvres meurent de leur propre poison. Ce n'est pas la première fois que le Nigeria sert de base arrière à quelques individus qui tentent de créer du désordre et de déstabiliser le Cameroun. Nous avons là, sur ce plateau, on a la chance d'avoir un éminent professeur de sciences politiques qui pourra bien nous éclairer là-dessus, sur ces relations entre le Cameroun et le Nigeria qui ont toujours été empreintes de ce genre de suspicion où à chaque fois, surtout du côté du nord-ouest et du sud-ouest, ceux qui créent des problèmes ont toujours pour base ce pays voisin. C'est clair aujourd'hui que la base arrière de ce mouvement, on les appelle des ambazoniens et autres, et de leur armée, se trouve au Nigeria. Nous les avons localisés et les images font le tour du monde sur la toile. Ce n'est plus un secret pour personne, c'est même un secret de polichinelle maintenant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que lorsque ça brûle chez le voisin, il faudrait tout faire pour éteindre le feu et non de contribuer à actionner et à activer le feu chez le voisin, parce qu'on ne sait jamais où est-ce que le feu peut venir pour arriver aussi chez vous. Donc le peuple nigérian, le gouvernement du Nigeria devrait tout faire, devrait tout mettre en œuvre pour que ces gens qui ont pris asile dans leur pays pour pouvoir déstabiliser le Cameroun, soit être mis hors d'état de nuire. C'est ce que nous devons faire, même dans les relations internationales. D'autant plus, Zikam, j'ajoute à votre boulot qu'au Nigeria, au propre Nigeria,
à l'intérieur du Nigeria, la question du Biafra, avec des sécessionnistes biafrais, elle reste sous-jacente. Bien sûr. Elle reste sous-jacente, donc un peu dormante, un peu en activité. C'est une question qui n'est pas totalement réglée. Et je voudrais continuer à rappeler à l'intention de ceux qui nous écoutent, à moins que je puisse me tromper, encore là le professeur pourra nous éclairer là-dessus, qu'aucun mouvement sécessionniste n'a jamais réussi nulle part dans le monde. S'il y a quelqu'un qui a un exemple, qu'il me le montre. Donc, lorsque nous disons que la forme... Non, mais ça n'a pas marché, puisqu'aujourd'hui, ils sont en train de revenir. Ils sont en train de se plaindre de tout. Ça n'a pas marché, Maître Sim. Ne faites pas de la mauvaise foi. Nous avons le devoir de mieux informer les Camerounais. Si vous êtes de ceux-là, dites-nous, on vous identifie tout de suite. Oui, il ne faut pas s'amuser lorsque des gens sont en train de mourir. Vous entendez? Il ne faut pas s'amuser comme ça. Non, monsieur. Non, monsieur. Vous en prenez à moi? Oui, je m'en prends à vous. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce que vous avez fait de mal, c'est que vous êtes en train de mentir. J'ai menti, qu'est-ce que j'ai dit? Aujourd'hui, la sécession au Soudan a réussi. Monsieur, vous dites une chose, un fait scientifique, vous dites que ce n'est pas vérifié. Monsieur Njika. Donc, j'ai commencé à dire que... J'avais la parole. Et l'humilité de parler avec les gens. C'est vous qui devez avoir l'humilité de me laisser terminer. Vous aurez votre temps de parole. On va se calmer. D'accord, on va se calmer, Ne vous en prenez pas je voudrais dire, donc vous terminez. Poursuivez dans votre argumentaire. Ces militaires, ces gendarmes et ces policiers qui sont morts ont des familles comme vous et moi, comme tous ces gens qui nous regardent, comme ceux-là qui s'attaquent à l'intégrité territoriale de notre pays. Donc il faut savoir que lorsqu'on parle de ces choses, on ne vient pas ici à faire de la théâtralisation. Donc le Nigeria a intérêt à nous aider pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire ces personnes qui sont cachées dans leur pays et qui attendent à l'intégrité et à la stabilisation de notre pays. Voilà ce que Biloua, ici, on est quand même un peu surpris par la réaction de la communauté internationale. On voit des hommes en tenue mourir, égorgés. Et même des ONG. On en a vu. On n'a pas entendu parler des ONG. Aucune réaction. C'est plus deux poids, deux mesures. Oui. Deux mesures. On devrait revoir le rédac. Lorsque nous parlons de la déstabilisation qui est actionnée à l'extérieur, on nous dit oui, il y a des adeptes de complot au Cameroun, ils voient tout de l'extérieur. Mais, Bobangomna, il faut rappeler ceci. Nous avons pris Bakassi de manière pacifique. Il est vrai qu'à l'époque, cela n'avait pas plu à celui qui est aujourd'hui président du Nigeria. Je veux parler du président Buhari. Il est important qu'on se souvienne que nous avons fait cela et que lorsqu'il s'est agi d'aller contre le Nigeria, nous avons préféré la négociation aux armes. Et qu'aujourd'hui, le Nigeria garde des gens, surtout, vous savez, ces gens-là sont connus. Des mandats d'arrêt ont été envoyés, mais on ne voit aucune réaction positive. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Nos confrères étrangers leur donnent la parole. Oui. On a vu à France 24. Oui, comment vous voyez, tout individu se les gendarmes sont tués. Un monsieur Cho Ayaba revendique calmement l'assassinat des gendarmes. On ne lui fait rien. Et il n'est pas un ange, encore que les anges, c'est l'affaire des tarés. Il est quelque part. Et ce quelque part, c'est que on a envoyé des mandats d'arrêt contre les tapants, dit général Aïvo, contre Youtabe, mais rien ne bouge. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans les rapports que nous avons avec nos voisins. Et ce qu'il faut savoir, ces gens sont au Nigeria. Lorsqu'on en a eu marre avec Boko Haram, nos frères du Tchad sont venus. On a bousculé et c'est fini aujourd'hui les attaques frontales conventionnelles avec le Cameroun. Il ne reste que les attentats kamikazes. Donc il n'est pas exclu que si on identifie de manière claire le gîte de ces bandits, de ces terroristes, que l'armée camerounaise décide d'aller les déloger de là où ils se cachent.
parce qu'on ne peut pas, j'ai dit, personne ne peut admettre qu'on tire impunément sur nos forces de défense et les forces de maintien de l'ordre. Donc, ce qu'il y a à craindre, c'est que nos amis, entre guillemets, persistent à garder ces gens-là. Nous serons bien obligés, parce que le Cameroun, le président l'a dit, tout sera mis en œuvre pour qu'on mette ces gens-là hors d'état de nuire. Et cela est une très très bonne décision. Nous ne pouvons pas. Et nous savons que les lobbies militaro-industriels aiment avoir du désordre partout, parce que on va acheter des armes. Ils sont un peu comme les propriétaires de pompes funèbres qui disent que les affaires marchent lorsqu'il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de cadavres. Oh, oui. On vend des cercueils. On vend des cercueils. Et c'est la même chose, c'est la même posture avec les lobbies militaro-industriels. Nous allons nous défendre. Le Cameroun va se défendre. Tous les Camerounais normaux vont se défendre. Que les ONG, aujourd'hui, on n'en a entendu aucune depuis qu'on égorge nos... Le fameux rédac, là, il est où? Et on n'en a entendu aucune. Et c'est après qu'on vous dira non, les soldats français, les soldats camerounais ne respectent pas les droits de l'homme. Je dis, ceux qui parlent n'ont jamais été au front. Lorsque vous voyez une balle arracher le bras d'un camarade, le traumatisme fait que vous n'êtes plus un homme normal. Et que de toute manière, au front, il y a deux choses. Vous tuez ou on vous tue. Alors, Maître Emmanuel Sim, je veux qu'on soit d'accord que le MRC fustige cette façon de faire et que le président Paul Biya n'a pas déclaré la guerre aux populations de cette région, mais plutôt aux terroristes. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi, parce que quand Chikam s'énervait, je suis étonné que c'est énervé. Non, Chikam s'énervait parce que vous sembliez avoir fait l'apologie de la sécession en disant que ça aurait tué aussi. Mais comment je peux faire ça, monsieur Miyanga? J'ai commencé ici en disant nous sommes contre la sécession. J'ai commencé par ça. Comment faire l'apologie d'une chose que j'ai condamnée 10 minutes avant? Mais vous avez dit que ça, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai reprécisé. Pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Faustin Dika, pour que ça n'aille pas. Mais vous comprenez quand même que je peux comprendre que vous passez toutes vos journées dans les prétoires, c'est normal. Et que vous ne soyez pas au courant des dernières actualités sur le Soudan. Ce que vous n'auriez pas dit sur ce plateau que l'association du Soudan avec le Soudan du Sud, ça a réussi. D'accord, s'il vous plaît, c'est pas ça le débat. Je veux qu'on reste sur la question centrale par rapport à la déclaration du président de la République. Alors, Maître Emmanuel Sim, jusqu'où peut aller le président dans cette guerre déclarée? Monsieur, il va faire son travail, le président des forces armées. Je dis ceci. Nous n'accepterons pas que notre pays soit partitionné, si je peux parler comme ça. Nous n'accepterons jamais ça. Je vais vous dire pourquoi nous sommes contre la sécession. Je suis membre d'un parti politique dont le président, à une certaine époque, a défendu l'intégrité du Cameroun devant la justice internationale à La Haye. M. Kamto a défendu Bakassi pour le compte du Cameroun. Et Bakassi est dans cette zone-là, qu'on veut aujourd'hui mettre dans un autre pays. Vous comprenez qu'on peut être d'accord? Je suis étonné que... Mais on ne peut pas accepter, Bouba, que on ne puisse plus accepter qu'au Cameroun, c'était le juriste, qu'on puisse émettre... Désigné par le président de la République, Paul Biya. Qu'on puisse émettre une qui réserve. reste camerounais aussi, jusqu'à preuve du contraire. Oui, voyez-vous. D'accord. Oui, mais politique camerounais. Il faut dire toute l'histoire. Oui, mais qui est camerounais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est en train de se poser. Et moi, je n'ai pas de crainte parce que les Camerounais majoritairement au sud-est nord-ouest sont contre l'association. S'il y a quelques personnes qui font du désordre, on va les maîtriser assez rapidement. Je connais nos militaires. Ils sont des gens absolument compétents. Je ne crains pas pour notre armée. Elle va rapidement neutraliser ces gens-là. Vous craignez pourquoi? Quelles sont vos craintes? C'est la gestion calamiteuse, je leur ai dit, de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a deux problèmes aujourd'hui qu'on veut mélanger. Non. Et il y a une crise anglophone que le MSC d'ailleurs a évoquée depuis
2012, quand on l'a créé, dans notre projet, on avait déjà dit qu'il y avait une question anglophone qu'il fallait résoudre. Et on a commencé par là, voyez-vous. Monsieur Mianga vient de dire que le président avait laissé faire. Il n'aurait pas dû laisser faire. Il aurait dû rapidement prendre des mesures qu'on lui proposait pour que les Camerounais puissent s'asseoir pour discuter de comment inventer un nouveau pays, pas seulement sur les questions anglophones, sur d'autres choses. Nous avons déjà 57 ans d'indépendance au Cameroun. Nous devons, nous, ne pas répondre de 1960. Qu'est-ce que nous fait demain pour que nos enfants vivent mieux que nous? Qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Pour que nous... J'ai un enfant, monsieur, qui me parlait de faire apologie. Moi, mes enfants sont tous anglophones. J'ai ma fille qui fait médecine à Boya. Vous comprenez? Elle vit à Boya. Elle est là-bas. Donc, elle n'est pas à l'abri. Ne pensez pas que nous sommes pour que le pays soit divisé en deux. Bien au contraire. Nous voulons payer un. Mais seulement, je pense que le président aurait dû. Comment on fait la comparaison maintenant, professeur Aboya? Fait la comparaison des attaques terroristes en France et de ce que les autres politiques ont soutenu Hollande. Mais qu'est-ce que Hollande a fait? Hollande a reçu à l'Élysée tous les partis politiques, y compris Mme Le Pen. Qu'est-ce qu'empêche M. Biya de recevoir M. Frondi, de recevoir Kamto et Namjoya et les autres pour dire notre pays est en danger, assurons-nous qu'on parle? Faisons les comparaisons jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que Paul Biya ne reçoit personne? Pourquoi? Est-ce que vous savez que le MSA a demandé une audience au Premier ministre du Cameroun sans jamais l'avoir? Est-ce que vous savez, M. Aboya, que M. Hollande est venu au Cameroun, il m'a reçu, moi, le président de France, et mon président, moi, ne me reçoit pas, ni mon président. Il y a un problème, c'est ça, en fait, que nous disons aujourd'hui, le temps du président, le silence du président. C'est quoi l'aberration camerounaise? De nous dire le président aura le temps de faire quand il... Non! Le temps est une donnée économique. On n'a pas tout le temps. Alors, puisque le président ne vous reçoit pas... On n'a pas tout le temps. Pas seulement nous. Vous savez, aujourd'hui, c'est la posture présidentielle qui a fait qu'on a voulu basculer vers la guerre civile. Parce qu'en fait, ils n'ont pas peur des mots. On parle de terrorisme. Mais non, en fait, c'est pire que ça. On risque d'avoir dans ces pays une guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a une population camerounaise identifiée qui prend les armes contre l'armée régulière. Et à ce moment-là, pour des raisons qui ne sont pas défendables, mais ce sera la guerre civile. Nous disons qu'on aurait pu l'éviter si des solutions proposées au président Paul Biya, pas seulement pour le MRC, mais par d'autres partis politiques, par les religieux, par les imams, les évêques. Personne n'a voulu écouter, surtout pas lui, M. Mianga. Donc, c'est pour ça que nous disons que la gestion a été absolument calamiteuse et a envoyé des gens au sud-est et au nord-ouest pour discuter, alors que ces gens ne sont plus populaires, ne servaient à rien. Il y avait autre manière de faire. On l'a dit au président, vous le savez, il est resté muet, parce que le président Paul Biya pense qu'il n'y a que vous du RDPC qui est des bons Camerounais qui l'écoutent, et que nous qui disons, mais c'est ce qu'il fait, puisqu'il n'écoute que vous, et qu'il a pris la position des radicaux de votre parti politique, c'est ça la vérité. Alors, Simon Mianga, en une minute avant de donner la parole au politologue, le professeur Aboya, en filigrane, le président de la République, par ailleurs président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, votre président, si vous êtes le président de tous les Camerounais du RDPC, ne reçoit pas du tout les gens pour résoudre ce problème. Non, pas du tout, c'est pas parce qu'il n'a pas reçu Maître Sine qu'il ne recevrait pas les gens. Pas forcément, il a parlé du MRC. Le président de la République reçoit tout le monde, il reçoit des tas de gens. Il n'a pas besoin, le président de la République, de faire une théâtralisation. Il me parle de Hollande. Quel a été le bilan de Hollande en France parce qu'il a reçu ces gens-là? Les Français l'ont-ils reconduit? Non. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas une affaire du tape à l'œil. Ce n'est pas recevoir des gens pour recevoir. Vous ne savez pas le nombre de gens, le nombre de dossiers que le président traite en cachette. Et les reçoit étant en Suisse. Oui, il peut les recevoir en Suisse. Oui, il peut les recevoir en Suisse. Tout de même. Oui, il peut les recevoir en Suisse. On le saura. Hein? Oui, il peut les recevoir. Ces ministres font 2 ans sans le voir. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez jamais été ministre pour le dire, pour le savoir. Vous n'avez jamais été ministre. Donc, vraiment, arrêtons les critiques de quartier. Le président de la République, il gouverne, il dirige le Cameroun, il reçoit à sa discrétion qui il veut, au moment où il veut et quand il veut. Donc, vous ne pouvez pas dire que le président est barricadé. Mais les résultats sont là. Ils sont là. Il vous a dit les choses sont développées. Oui, mais le pays n'est pas en paix. Si le pays n'est... Vous parlez d'aucune route, nous sommes en train de faire une autoroute. Vous voulez que je vous cite le nombre de routes? Vous voulez que je vous cite le nombre? Nous ne sommes pas là pour le bilan. Nous ne sommes pas là pour un bilan. Mais moi je dis... En 30 secondes maintenant. Oui, j'ai dit que le président gouverne, il reçoit qui il veut quand il veut et comment il veut. Le président de la République sait ce qu'il fait et
reçoit qui il veut. Le président de la République gère. Il gère et il vous a dit, les choses sont claires, rien ne sera plus comme avant. C'est pas parce qu'il ne vous a pas reçu, c'est pas parce qu'il ne vous a pas reçu en audience que vous pensez qu'il ne gère pas du tout, ou bien qu'il ne reçoit personne. Alors, professeur Aboya Manassé, on sort de cette question sur le plan politique pour comprendre quelles sont les batteries de mesures dont dispose le président pour gérer cette affaire. Est-ce qu'on peut, par exemple, s'attendre à un état d'urgence décrété, un état d'exception? Si oui, quelles sont les conséquences de ce genre de décision? C'est clair que la situation est très compliquée du côté des régions anglophones en termes de sécurité, de libre circulation des personnes et des biens. Et vous savez que quand ça concernait également l'extrême nord du Cameroun, ce type de mesures avait été également mobilisé. Mais je crois que, avant de répondre à la question, je voulais dire à Faustin Dikam que le Nigeria lui-même n'est pas épargné par la prolifération des zones de non-droit. Et vous connaissez la fameuse forêt de Sambisa, c'est au Nigeria, le sanctuaire de Boko Haram, vous voulez dire. Vous savez que la zone frontalière à la Maniou, c'est également une zone de turbulence permanente. Donc le Nigeria n'a pas la politique de ses frontières. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, les militaires camerounais allaient poursuivre les gens de Boko Haram à l'intérieur du territoire nigérien. Vous savez vous-même qu'à l'époque de Goodluck Jonathan, il y a une armée quasiment nigériane qui a fui vers la frontière du Cameroun. Et se réfugier au Cameroun. C'est une autre armée qui a sécurisé l'armée nigérienne. Donc n'allons pas trop vite en besoin pour condamner le Nigeria. Le Nigeria lui-même est fragilisé par les multiples attaques des groupes armés. Donc, maintenant, pour revenir à la question de l'état d'urgence et éventuellement pour monter en degré de l'état d'exception, je crois que tout cela devrait passer par décret du président de la République pour garantir effectivement le déploiement des pouvoirs spéciaux qui auront à être pris pour les encadrer légalement, pour régulièrement lutter contre cette menace qui s'avère être manifestement un péril grave menaçant l'intégrité territoriale. Donc autant de conditions qui structurent l'impérieuse nécessité de déclarer l'état d'urgence et l'état d'exception. Plus grave, le déploiement des forces spéciales va de pair avec la spécificité d'une menace. Or là, si c'est pour effectivement lutter contre les forces armées des Soudan Cameroun, je crois que il faut c'est quasiment une guerre civile qui va être engagée parce que les uns et les autres ne vont pas lésigner sur les moyens. C'est pour cela que quand ils voient un soldat camerounais, ils le tuent et vice versa. Il n'y a pas de raison que les forces camerounaises soient tendres vis-à-vis de leur devoir de verser le sang pour la nation camerounaise. Une fois de plus donc, c'est des mesures qui doivent être accompagnées par une annonce officielle d'état d'urgence et éventuellement d'état d'exception. Bouba, je dois dire 30 secondes, Bouba, s'il te plaît, pour ajouter. Puis vous allez prendre les 30 secondes sur la question, vraiment très rapidement. Préciser que nous ne devons jamais perdre de vue qu'il s'agit des individus qui ont bien planifié leur coup. Si vous vous souvenez bien, et Maître Simi l'a dit tout à l'heure, ça avait commencé par des revendications corporatistes. Des enseignants et des avocats qui constituent l'élite de toute société avaient commencé par un certain nombre de revendications que nous connaissons. Après, des gens sont passés à la criminalité urbaine. Les gens ont commencé à brûler des écoles, des édifices publics, ainsi de suite. Et après, ils sont montés d'un camp jusqu'à ce qu'ils ne s'attaquent désormais aux forces de défense. Donc ça veut dire que nous sommes désormais en guerre contre ces gens-là. Et tout à l'heure, nous n'avions aucune intention d'accuser le Nigeria de quoi que ce soit. Nous disons clairement que le Nigeria, au travers de mandats d'arrêt internationaux que le Cameroun a lancés, devrait nous aider à mettre la main sur ces individus
qui menacent la stabilité de notre pays. Simon Mayanga. Oui, je disais au départ, pour dire avec Ndjikam que c'était bien planifié. Parce que si les gens en arrivent à mettre le drapeau embazonné dans les livres programmes, dans l'enseignement secondaire au Cameroun, ça veut dire qu'avec la complicité des inspecteurs pédagogiques, avec la complicité de fonctionnaires de quelques ambassades et d'imprimeurs, vous comprenez que c'était planifié. Ce n'est pas une affaire qui est née ex nihilo ou bien qui a commencé comme une génération spontanée. Et de deux, jusque-là, les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense et de sécurité du Cameroun, en zone anglophone, en zone du sud-ouest et du nord-ouest, avaient reçu mandat de ne pas tirer. Oui. Il faut le dire, hein, avaient reçu mandat de ne pas tirer. Et je dis que ça leur fait mal de voir que leurs camarades tombent et eux, ils ne peuvent pas réagir. Avec la déclaration du président de la République, les choses vont être autres. On termine par vous, Biloua, ici. Oui, on termine. Je ne suis pas un juge pour trancher les litiges ici, mais je voudrais dire que je voudrais dire que le président Biya ne reçoit pas. Il ne reçoit pas et ce n'est pas une qualité. Il y a 4 ans, je lui ai écrit, envoyé par 3 canaux différents, pas de réponse. Il y a des ministres qui entrent et qui sortent sans avoir été reçus. Ça, ce n'est pas une chose. Mais ce président-là est le président de tous les Camerounais. Et c'est pour cela que dans cette affaire, nous ne pouvons qu'être derrière lui, parce que derrière lui, ça veut dire derrière l'État camerounais. Mais pour ce qui est de la vérité, il serait souhaitable. Moi, j'ai été reçu au Bénin. J'ai envoyé ma carte de visite. J'étais en villégiature. À 18h, à 20h, le téléphone sonne. Monsieur Biloua, oui, le président vous reçoit demain à 11h. J'ai dit 2 heures de temps. Merci. Sans transition, on va parler maintenant de ce sommet Union européenne, Union africaine. Je crois que c'est le 5e sommet, avec tenu du côté de la Côte d'Ivoire. On parle d'une 60aine de chefs d'État qui étaient présents à ce sommet-là. Alors, Faustin Ndjikam, est-ce que pour la Côte d'Ivoire, qui sort d'une situation politique un peu compliquée, on peut parler de succès? Oui, tout à fait. Pour la Côte d'Ivoire, c'est un succès diplomatique, c'est un succès même sur le plan organisationnel, puisque presque tous les chefs d'État d'Afrique et d'Europe qui étaient concernés par cette réunion ont répondu présent. Tout s'est passé dans les règles de l'art et les problèmes de sécurité qu'on redoutait n'ont pas eu lieu et tout le monde est finalement rentré à la maison. Bon, maintenant, est-ce que la rencontre des chefs d'État à Abidjan a accouché de quelque chose sur le plan de l'évolution économique et monétaire de l'Afrique? Ça, c'est une autre question. Moi, je voudrais simplement dire que au sortir du forum de la rencontre d'Abidjan, on est un peu resté sur notre faim. Parce qu'on aurait souhaité quand même que les pays africains, réunis autour de l'Union africaine, prennent position par rapport à la monnaie. C'est vrai, nous ne pouvons pas, comme disait Emmanuel Macron de façon aussi désinvolte, que celui qui veut quitter n'a qu'à quitter. Non, c'est un gros piège. On ne peut pas avoir fait 60 ans dans une zone monétaire et un matin, on part comme ça. Oui, il faut partir, mais on part comment? Il faut s'asseoir, il faut discuter des modalités du départ. Ou bien, je ne sais pas, de supprimer cette monnaie qui jusqu'ici ne nous a pas beaucoup rendu service du point de vue du développement de nos différents pays. Vous le savez très bien que le franc CFA, ça ne représente rien à l'échelle internationale. Vous savez très bien que quand vous et moi, nous devons quitter du Cameroun pour aller en mission, même tout à côté ici, au Nigeria, nous devons changer notre monnaie. Quand nous devons aller, je crois, en Russie, je ne sais pas où d'autres, nous devons changer. Donc, il y a un problème monétaire qui est lié au développement de nos pays. Oui, il est temps de quitter le franc CFA, mais on quitte comment? Maître Emmanuel Sim, sur les résolutions, est-ce que ce sommet peut avoir un impact sur la lutte contre l'immigration clandestine? Écoutez, c'est un vrai serpent de mer. Les gens partent de chez eux, les jeunes Africains. Là aussi, je pense que nous devons cesser de tirer sur les autres et nous-mêmes être responsables en ce qui nous concerne de nos défaillances. Les jeunes partent pour quoi, Bouba? C'est parce que dans leur pays, ils ne rêvent plus.
on ne leur dit plus. On dit American Dream, le rêve américain. Les Américains restent chez eux parce que on leur dit, dans leur tête c'est ancré qu'ils ont le meilleur pays du monde. Et donc ils restent chez eux. Dans nos pays, on peut tout mettre en place, toutes les barrières, même si elles ont 20 mètres. On peut même créer d'autres mers. Les jeunes vont partir s'il n'y a pas d'espoir dans leur pays. Et comment faire pour que les jeunes Africains puissent à nouveau espérer dans leur pays? C'est ça la vraie question à laquelle il faut répondre. C'est dans nos têtes. Et nous-mêmes, le président ghanéen, que j'ai eu plaisir à écouter encore hier, parlant à Macron, il disait ceci: l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Nous avons des richesses pour que nous-mêmes on se développe. On n'a aucun besoin d'aide. Aucun. On a d'intelligence au niveau des hommes pour qu'on se développe. On tend la main aux gens, pourquoi? Non, moi je pense que les Africains sont toujours en train de se plaindre des autres. Et eux-mêmes ne disent pas, voilà ce qu'on aurait dû faire. Le jeune qui vit aujourd'hui à Yaoundé, à Paris, parce que Paris c'est une belle ville, parce que Bruxelles c'est une belle ville, il y a les belles routes. Yaoundé est devenu une poubelle à ciel ouvert, vous la voyez vous-même. Et il semble que le DPC estime que c'est une réussite de faire de Yaoundé une poubelle. Est-ce que Yaoundé est une capitale? Sincèrement, quand on voit l'état de la voirie de Yaoundé dans laquelle nous vivons, c'est pas une réussite. Yaoundé n'a pas l'air d'une capitale. Comparé à Abidjan, de Paul Biya vient, personne. Un Camerounais honnête qui était à Abidjan, qui revient nous combat à Abidjan de Yaoundé. C'est ça la question aujourd'hui. Les jeunes partent parce qu'ils n'ont plus d'espoir dans les pays. Il faut recréer des conditions d'espérer et de dire, les enfants, c'est bien dans votre pays. Moi, le reste là, c'est du discours. Maintenant, les Européens, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'on n'aille plus chez eux. Et s'ils peuvent mettre des moyens en place, soit des mécanismes comme traiter les questions d'asile à partir de l'Afrique. Vous l'avez en France. Faites une demande d'asile, étant au Cameroun. On l'a fait au Cameroun, donc vous ne voyagez pour la France. Parce que quand vous y allez, pour revenir, c'est déjà compliqué. Donc les Blancs, les Européens, je veux dire, mettront tous les moyens pour qu'on n'aille pas chez eux, parce qu'ils estiment que nous, on amène la misère. Et c'est compréhensible. C'est à nous-mêmes de dire, écoutez, non, pas par là-bas. Comme Aboya a fait, il aurait pu rester en Europe. Moi aussi, j'aurais pu aller me faire en Europe, nous tous. Mais nous avons dit, c'est dans ces pays qu'on se battra pour que les choses aillent beaucoup mieux. Et c'est pour ça que, lorsque nous critiquons parfois l'action du gouvernement, on peut penser qu'on est excessif, mais non. C'est parce que précisément nous voulons que nos enfants restent dans ces pays et qu'ils vivent au moins aussi bien que nous, ou alors qu'ils vivent mieux que nous. Mais nos enfants, c'est la vérité aujourd'hui, vivent beaucoup moins bien que nous, sur tous les plans. Boba. Moi j'ai des enfants qui sont à l'université, ils n'ont pas de bourse. Moi j'étais boursier. Et donc du coup, mon père lui ne s'occupe plus de mes affaires d'étudiant, j'avais un peu d'argent, mais moi je dois payer l'école à mes enfants plus cher qu'hier. Je dois payer le taxi à mes enfants, alors qu'il y avait des bus qui portaient les enfants à l'université de Yaoundé. Simeon le sait, on avait des bus, et il n'y a plus rien, voyez-vous. Donc, en fait, il y a eu une déclaration, même des bus après, et il y a eu comme une décryptage de la qualité de vie des Camerounais au cours des 35 dernières années. C'est de ça qu'on parle. Et une personne qui est honnête, qui regarde, le constate très bien. On prendrait des exemples sur tous les plans aujourd'hui, qu'on serait d'accord. Donc, je pense que nos jeunes s'en vont parce qu'il n'y a plus de bus. Il n'y a plus de cinéma à Yaoundé, voyez-vous, il n'y a plus de salle de cinéma à Yaoundé. Donc ils vont aller voir le cinéma à Paris. C'est de Côte d'Ivoire, du Niger, du Tchad, du Nigeria. Ils s'en vont aussi parce qu'il y a pas de bus. Bien sûr, les Africains. Les jeunes s'en vont, comme disait Jean-Marc. Les Africains. Les jeunes partent. Jean-Marc disait clairement que les jeunes quittent nos pays parce que faute de n'avoir pas trouvé de pain sur nos tables, ils vont chercher sur la table de ceux qui sont là-bas. Et là-bas, c'est plus facile parce que ici chez nous, il est difficile de trouver le pain sur la table du riche. Parce que nous avons construit des barrières hautes, tellement hautes que du dehors, on ne voit même pas ce qu'il y a sur nos tables. Ok, d'accord. Bilois, ici, des engagements ont été pris sur la bonne gouvernance et la démocratie. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique peut s'arrimer à cela? Non, pas du tout. Ça, c'est des discours politiciens. Mais je ne voudrais pas utiliser le levier de ceux qui postulent, parce que la présidentielle, c'est dans quelques mois. Elle n'aura pas lieu, vous savez. C'est l'état d'urgence ou d'exception. C'est ça ce que je craignais maintenant, je ne peux pas plus le dire. Pardon, une seconde. S'il y a état d'exception de au Cameroun, il est évident que
on va aller au glissement. C'est ce qu'on craint précisément. Est-ce qu'on ne laisse même pas ces affaires prospérer aujourd'hui au Cameroun, ceux qui nous dirigent, pour qu'il y ait glissement et qu'il y ait élection? Pour l'instant, c'est pas encore cela. Je dis que je ne prendrai pas ce canal-là. Il est mauvais. Il est anti-camerounais. Pourquoi? Voici les questions qu'il faut se poser quand les Blancs viennent nous faire des beaux discours. Qui paupérise l'Afrique? Qui? Nous-mêmes. Non, ce n'est pas nous-mêmes. On ne peut pas paupériser. Maître Sim, vous pouvez permettre que je continue? Continuez, bon. Ici. Je demande qui paupérise l'Afrique? Qui a organisé l'extraversion de notre économie? Qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons que des matières premières qu'on envoie? Qui a organisé cela? Pendant est-ce que l'État post-colonial est un État qui peut se développer? Il faut se poser ces questions-là. Qui paye l'uranium? Qui paye le pétrole? Qui paye le bois? Qui paye? Et vous venez nous dire qu'il n'y a pas. Non. Comment aller à la cause, messieurs, aller à la cause du malheur. Il y a effectivement un malheur, mais aller à la cause du malheur. Ne venez pas surfer sur les frustrations qui découlent des conséquences d'une cause. Vous accrochez aux conséquences pour dire je ne suis pas l'avocat de ceux qui sont au pouvoir. Mais je dis l'histoire du Cameroun doit être prise en compte. Non, c'est la faute de ceux qui paupérisent l'Afrique. Non, oui, c'est le discours des opposants. Moi, je n'en veux pas, parce qu'il est mensonger, parce qu'il n'est pas historiquement juste. Je dis qu'il est indispensable qu'on se pose la question qui paupérise l'Afrique. Comment pouvez-vous accepter que ce que vous appelez un Loncac là, c'est un petit tunnel? Et vous savez combien ça nous a pris? C'est le bien mal acquis, 17 milliards. On appelle ça l'échangeur simplifié. Échangeur simplifié. Vous pouvez me dire ce qui a coûté 17 milliards là? Mais c'est les Blancs qui ont fait ça, ce n'est pas les Camerounais. Non, ce ne sont pas les Camerounais qui ont pris ces 17 milliards. Je regrette. Et c'est pour cela que je parlais du pillage de l'Afrique. Non, monsieur Sim, touchez les causes et on va avoir la thérapie idoine pour enrayer les conséquences. Alors, professeur Aboya Monassé, sur la question de la Libye, est-ce que l'Union africaine et l'Union européenne peuvent s'engager à éradiquer définitivement l'esclavage qui sévit de ce côté-là? C'est difficile. La Libye est quasiment un état de non-droit et il faut comprendre que la question de l'immigration clandestine ne date pas d'aujourd'hui. Et donc les gens se rejettent les responsabilités alors que c'est un problème qui intervient immédiatement après les indépendances. C'est pour cela que le parti de Rocard, le parti socialiste unifié, avait théorisé à l'époque la fameuse aide publique au développement qui a été reprise par le parti socialiste et mise en œuvre par Jean-Pierre Cotte. Donc la question de l'aide au développement date du lendemain des indépendances. Et vous savez qu'après cette date-là, il y a eu cette théorie du co-développement. Du co-développement qui a été lié à un moment donné à l'encadrement des migrants pour le retour en Afrique. Et ça a échoué. Donc le problème de filière de l'immigration date du lendemain des indépendances. La France elle-même a échoué à gérer cette question. Elle a été intégrée même dans la création d'un ministère qui était le ministère de la coopération, puis l'immigration, puis la solidarité nationale, puis du co-développement. Donc c'est une question qui a créé effectivement un serpent de mer au gouvernement français. Donc aujourd'hui on dit que les gouvernements n'ont pas fait quelque chose pour retenir les gens sur place. Mais ça date du lendemain des indépendances. C'est une vieille question qui n'a pas de solution parce que les jeunes qui veulent partir n'ont pas envie de rester au Cameroun. Les gens sont fascinés par un rêve dont ils ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier. Ils ne vont pas faire les études, ils vont faire les petits boulots pour venir ouvrir le cybercafé. Oui, professeur, quand quelqu'un garde 4 000 € pour aller en Europe, avec 4 000 €, on ne peut pas faire quelque chose ici? Voilà. Et donc cette question de la voie libyenne, mais qui est responsable de l'affaiblissement de la Libye?
Qui est responsable de l'affaiblissement du Niger? Qui est responsable de cette voie qui permet à ces migrants d'aller du Mali vers la Libye, du Cameroun, du Niger vers la Libye? C'est des zones de non-droit qui sont traversées par les migrants pour se retrouver en Libye. Et je crois que la question de l'esclavage est une exploitation de la faiblesse des migrants qui n'ont pas de papier et qui n'ont pas les moyens de droit pour se défendre. Et donc les mesures qui ont été déployées pendant le sommet, c'est effectivement d'évacuer la Libye, de s'attaquer aux passeurs, aux recruteurs, de manière à endiguer les départs dès les pays d'origine. Et donc je crois que l'esclavage ne peut être enrayé que si les filières de l'immigration sont combattues. Et le sommet s'est penché sur cette question qui est cruciale. Sinon, l'esclavage dont on parle en Libye, ce n'est pas une organisation officielle. C'est des prédateurs, c'est des trafiquants qui sont habitués à la drogue et qui trouvent le moyen justement d'utiliser les êtres humains dans le cadre de leur recherche effrénée de l'argent. Donc je pense que c'est un problème qui est un continuum où on ne peut pas estimer que la solution c'est à travers la lutte contre l'esclavage au niveau de la Libye, mais il faut partir déjà des pays qui approvisionnent la Libye de ces passages de migrants, de ces recrutements, et puis de ces rançons qui sont demandées aux uns et aux autres, parce que moi j'ai enquêté sur la question. Les gens en quittant d'ici préparent l'argent à donner aux trafiquants. Ils savent qu'ils vont être kidnappés, ils savent qu'ils peuvent se débrouiller à donner quelque chose pour traverser. Et vous parlez seulement de la Libye. Vous connaissez le trafic qu'il y a eu entre le Mexique et les États-Unis? Ils ont été obligés de mettre un mur, de construire un mur que Trump avait promis de financer. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même là-bas également, ces mêmes filières existent. Les gens qui de l'Amérique latine pour aller aux États-Unis. L'Eldorado n'est pas seulement n'est pas seulement l'Europe. Les gens vont partout où la culture occidentale a fasciné les Camerounais. Nos frères qui vivent là-bas nous envoient de belles photos à la tour Eiffel et font rêver leurs frères d'ici. Ils se disent que dorment dans des cabijis. Ils se disent que la finalité d'un être humain c'est d'aller en Europe. Vous connaissez la devise au Congo-Brazzaville? Malheur à quiconque meurt sans voir Paris. C'est ça les Congolais. Et quand tous les sapeurs vous convoquez cette devise-là. Là, c'est pas les sapeurs-pompiers, hein. Non, c'est les papes de la SAP. Les papes de la SAP. Voilà. Malheur à quiconque meurt sans voir Paris. Donc, il faut aller voir Paris et mourir. Sinon, on n'aura pas vu le paradis sur terre. Donc, ça fascine les uns et les autres et ça crée justement la vente de ces filières-là au plus naïf, puisqu'il n'y a pas d'Eldorado là-bas. Alors, Simon Meyanga, et puis deux dernières réactions sur la question. Le thème de ce sommet tournait autour de l'investissement en faveur des jeunes. Que valent les engagements des chefs d'État africains sur ces aspects, d'après vous? Les engagements vont valoir ce que vont valoir les actions sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question, je pense que c'est là l'un des atouts du sommet d'Abidjan. Chacun essayait de régler la question jeune, hein, qui, certains ont dit que c'était une bombe à retardement dans tous les pays, la question du chômage des jeunes, la question de l'emploi, la question de la visibilité en termes d'avenir par rapport aux jeunes. Maintenant que la question est sur la table de manière internationale, peut-être que les pays vont s'entendre sur une vision, j'allais dire globale, une vision d'ensemble de la gestion des questions de jeunesse. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup, les discours ne tiendront plus. Les discours, les engagements vont être traduits sur le terrain, doivent être traduits sur le terrain en actes concrets, et ceux qui ont la gestion du portefeuille en rapport avec les jeunes, je pense à la santé, je pense au social, je pense à l'éducation, c'est-à-dire que partant de l'enseignement de base à l'enseignement supérieur, je pense à la recherche, je pense à... C'est davantage d'interpellation en termes d'action, en termes de concrétisation. Moi, si je prends le Cameroun, tout ce que le président a mis en place en termes d'institutions, en rapport avec les jeunes, en rapport avec la promotion de la jeunesse, l'emploi jeune, etc., le PIAZI, les ministères de l'emploi, formation professionnelle. Je dis, si on met tout ça en place, on arrête les discours, on met ça en place, on utilise les moyens qui sont débloqués par les pouvoirs publics pour apporter des solutions aux questions de jeunesse, je pense que
on peut avoir beaucoup de choses à faire. On n'a pas la prétention, aucun État au monde ne peut avoir la prétention d'apporter une solution en termes d'emploi à tous les jeunes. Je pense quand même que beaucoup peut être fait et rassurer ainsi notre jeunesse. Très rapidement, la régie me signale qu'il nous reste 4 minutes. On va se les partager en 30 secondes pour faire un dernier tour de table. On commence par vous, sur les leçons à tirer. Que peut-on retenir d'Abidjan? Tout à fait. On va retenir qu'on a une autre... un autre virage dans la façon dont il faut gérer les problèmes d'immigration en Afrique et relativement avec l'Europe, mais surtout sur le plan monétaire, on a amorcé un autre virage qui nous permet de nous asseoir pour essayer de voir effectivement ce que nous allons faire pour sortir du franc CFA, pour avoir notre monnaie désormais. Parce qu'il faut sortir de là pour avancer. Mais on sort donc comment? Pour sortir de là, il faut mettre sur pied des mécanismes qui puissent nous permettre d'avoir une monnaie aussi forte. Peut-être pas plus forte que le CFA en ce moment. Et puis, voilà. Miloua, ici, l'Afrique a-t-elle des leçons à recevoir de l'Europe encore? Non, l'Afrique n'a pas de leçons à recevoir de l'Europe, mais malheureusement, nos responsables se comportent comme s'ils étaient des élèves. Mais c'est ça le véritable problème. Parce que lorsqu'aujourd'hui on vous parle, le professeur vous l'a dit, il y avait des filières d'immigration. Pourquoi a-t-on aggravé ces filières en détruisant la Libye? Pourquoi? Lorsque Kadhafi leur dit, vous me tuez, vous allez avoir chaud. Aujourd'hui, ils ont chaud. Ils ont chaud, même plus que chaud. Et donc, le véritable problème, il faut une entente cordiale entre tous les chefs d'État. S'il n'y a pas d'entente, on ira tuer celui-ci, l'autre regarde, l'autre aura tel problème, l'autre se dit ce problème n'est pas le mien, et c'est ça le véritable problème. Si l'Union africaine avait une véritable solidarité, s'il y avait une véritable unité politique, on pourrait résoudre les problèmes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le vœu de Kwame Nkrumah en 1963 reste encore un vœu pieux. Alors, Maître Emmanuel Sim, le problème, c'est pas toujours l'autre. Est-ce que sur place, en Afrique, on n'a pas de problème de gouvernance, il n'y a pas de problème de sécurisation du milieu des affaires qui pose problème et qui amène les investisseurs, à ne pas investir, et puis des jeunes à chercher toujours à partir parce qu'ils ne voient pas clair? Oui, absolument. Moi, je pense que c'était déjà bien, M. Ubangomna, qui est un sommet Europe-Afrique. Moi, j'ai aimé ça parce que, vous savez, il y avait le sommet France-Afrique. J'aimais pas trop ça, où un président français réuni... Le premier avait eu lieu ici, maître. Le premier sommet Europe-Afrique a eu lieu ici. C'est déjà bien. Ça veut dire qu'on met des entités européennes, africaines au même niveau d'égalité. Mais je pense qu'on peut essayer de faire ce qu'on fait en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes communs de gestion. En Europe, il y a la Commission européenne qui gère un certain nombre de choses de manière commune, et un Parlement européen où les parlementaires sont élus au suffrage universel. Chez nous, il y a un parlement africain, je ne sais pas qui est parlementaire camerounais là-bas, donc on a créé un parlement où on nomme qui on veut. Je pense qu'on peut mettre des mécanismes minimum de gestion intégrés, de manière que les problèmes, non pas maintenant du Nigeria, qui a une base arrière, de telle manière que ce qui se passe au Nigeria, nous on soit concernés et vice-versa. Et que si un bandit au Cameroun qui fait au Nigeria, qu'on l'attaque, et que c'est un bandit camerounais qui va un bandit nigérien qui va au Cameroun qu'on l'attaque. Et nous devons en Afrique penser à mettre des mécanismes en place pour pouvoir gérer notre continent, je pense. Mais comment on fait quand chaque président veut être un petit roitelet chez lui et fait 40 ans au pouvoir? Comment on fera? Je me pose la question. Professeur Aboya Manassé, les résolutions, les leçons sont juste pour un sommet? On doit croire à ces résolutions? Non, je pense que deux choses peuvent être retenues, à mon humble avis. La première chose, c'est que la politique du voisinage entre l'Afrique et l'Europe, ce n'est pas une faveur. Elle avait déjà été déployée avec les pays méditerranéens. Je crois qu'ils ont élargi à toute l'Afrique parce que le danger ne vient pas que de la Méditerranée, ça vient de l'Afrique subsaharienne. Donc cette politique est en marche depuis longtemps avec la Méditerranée. La Libye a été fracassée, ça a fragilisé cette politique de voisinage. Voilà pourquoi ce n'est pas une faveur quand cette politique s'élargit à tout le continent africain. Et deuxièmement, vous avez parlé du patronat.
du secteur privé. Et effectivement, il y a une déclaration des patrons africains et européens qui a été d'ailleurs lue par notre compatriote Célestin Tawamba, pour réitérer effectivement la nécessité d'impliquer le secteur privé dans l'obtention des facilités leur permettant d'appuyer les économies nationales et de trouver les emplois pour les jeunes. Donc, si tout ça est articulé, je pense que le sommet n'aura pas été un sommet pour rien, parce que des vrais problèmes ont été posés. Il s'agit d'en avoir un suivi conséquent de manière à indiquer cette problématique qui plombe la force de l'Afrique qui est sa jeunesse. La matérialisation de ces résolutions, on peut s'attendre à l'effectivité de cela, Simon Meyanga? Je pense qu'on est obligé. On est obligé d'implémenter, d'aller vers la matérialisation. D'autant plus qu'aujourd'hui, pour dire avec le professeur, cette proximité fait que l'Europe sait aujourd'hui que si l'Afrique ne se porte pas bien, elle non plus ne se portera jamais bien. Parce que avant, ça a été le genre politique, l'enfer c'est les autres. À vous la misère et à nous la prospérité en Europe. Mais là, l'exemple de la crise migratoire aujourd'hui montre bien que l'Europe n'est pas en sécurité si l'Afrique elle-même n'est pas prospère. Donc, conséquence, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des politiques, tout cela doit permettre un décollage de l'Afrique. Donc, une révision des accords de partenariat, une révision donc de la politique d'industrialisation, de la coopération entre les États européens et les États africains. Et une plus de conscience en Afrique, parce que la jeunesse aujourd'hui s'amuse avec une bombe. Merci cher monsieur pour ce débat. Je crois nous sommes arrivés au terme du débat. Il ne me reste qu'à vous remercier. Merci professeur d'être venu. Merci également à vous. Merci vous, merci à tous les téléspectateurs. Bill, je peux vous appeler comme ça, Bill. Oui, mais quand mon fils m'appelle comme ça, je suis très content. Maître, merci d'être venu. Encore bonjour à nos amis de Douala. Je pense que tout à l'heure j'aurai mon pain Jingondo que je vais porter. Alors, je termine par vous, Faustin Dikam. Vous dites bonjour quand même à ceux qui mangent dans le frigidaire. C'est votre expression. Hein. Non, je voudrais saluer tous nos téléspectateurs qui nous ont écoutés et saluer particulièrement les chrétiens du monde entier. Nous sommes un dimanche. Et plus précisément ceux de l'église évangélique du Cameroun, mon église. Merci. Juste derrière, retrouver la République djambolaise avec le Raïs, le président Chop Chop. La rediffusion de ce programme, ce sera lundi quand il sera à 23h. D'ici à là, gardez le sourire, bien le bonjour.